Bonjour à tous, je suis François Desgrandchamps, chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à l'Estance publique à Paris et également enseignant à Paris 7. Je vais vous parler des recommandations pour la chirurgie ambulatoire de l'urologie. Il se trouve que l'urologie française a été assez pionnier pour la chirurgie ambulatoire sous l'impulsion de Gilles Cuvelier de Quimper qui depuis longtemps est un leader dans ce domaine. Et donc dès 2013, les recommandations ont pu être publiées émanant du comité des pratiques professionnelles de l'Association française d'urologie, une réunion d'experts qui dès 2013 ont édicté des règles générales et également spécifiques pour l'ambulatoire en urologie. Alors, pour arriver à ces recommandations, il faut prendre un peu de recul pour savoir ce qu'est l'urologie et qui sont les malades qui sont opérés en urologie. De façon très générale, les patients qui sont opérés dans les services d'urologie sont plutôt âgés. L'âge médian, par exemple, pour une chirurgie de la prostate est de 62-65 ans. Et donc, cette considération doit être prise en compte pour adapter la prise en charge de l'ambulatoire à des gens un peu plus âgés qu'une population générale. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est que la chirurgie urologique et quels sont les risques de la chirurgie urologique. Alors, la spécificité de la chirurgie urologique, c'est le drainage. L'urologie, c'est une chirurgie qui est rétropéritonéale et donc dès qu'on a un problème, le drainage peut suffire à corriger une complication. C'est une chirurgie endoscopique et donc on va passer dans la vessie, dans l'urtère et on sera amené à mettre des drains pour éviter les obstacles après l'opération. Et c'est une chirurgie dans le liquide et donc c'est une chirurgie, là encore, qui va tirer un grand bénéfice de drainage. Donc le drainage est assez spécifique de l'urologie. Et donc ce drainage doit être modulé en fonction des risques spécifiques de la chirurgie urologique, qui sont le risque d'hémorragie. La prostate est très richement vascularisée, le rein également. C'est une chirurgie à risque infectieux. L'infection urinaire est très fréquente et puis donc toute la chirurgie endoscopique se fait de l'extérieur vers l'intérieur, donc peut véhiculer des germes. Et enfin, c'est un risque chez l'homme de rétention urinaire. Donc on va voir comment les recommandations qui ont été faites par l'AFU dès 2013 prennent en compte à la fois les malades, donc les gens un peu âgés, le principe de la chirurgie urologique qui est le drainage en fonction des risques spécifiques. Alors tout d'abord, les patients âgés. Donc vous avez sur l'écran les extraits des recommandations qui sont donc publiées en 2013 dans la revue française qui est Progrès en urologie. Et donc, est-ce qu'il y a des spécificités urologiques à la chirurgie du sujet âgé ? Probablement pas. Simplement, il faut faire attention que ce sont simplement des sujets âgés auxquels on s'adresse. Et donc, le sujet âgé doit être très bien vu avant l'intervention pour être éligible à l'ambulatoire et un avis gériatrique doit être largement demandé si l'on s'occupe d'un patient plutôt âgé. De façon plus spécifique, dans la période périopératoire, les patients âgés sont fragiles et donc il faut faire très attention au risque d'hypoxémie, au risque d'hypothermie ou d'hypovolémie. Et là, plus qu'encore que chez les gens plus jeunes, faire très attention également pour ces raisons-là aux jeûnes préopératoires qu'il faut limiter à 6 heures pour les solides et surtout à 2 heures pour les liquides clairs. Donc ça c'est vrai pour toute la chirurgie mais spécifiquement vrai pour les gens les plus âgés qui ont une tendance très rapide à la déshydratation. Donc voilà pour une partie des sujets âgés et leur spécificité en urologie. Donc des spécificités qui n'en sont pas vraiment, sauf qu'il faut bien assurer l'hydratation, on le reverra à la fin pour les sujets âgés. Le deuxième point, c'est les risques spécifiques de la chirurgie urologique. Donc avant tout, le risque hémorragique de la chirurgie urologique. Le risque hémorragique est d'autant plus important que là encore, il s'agit de sujets âgés et donc la fréquence des traitements antithrombotiques est élevée, les antiagrégants plaquettaires, voire les anticoagulants. Donc c'est en amont qu'il faut réfléchir, bien sûr, avec le cardiologue pour savoir si l'on peut ou pas interrompre les antiagrégants plaquettaires et faire la balance entre le risque d'arrêt et le risque thromboembolique. Et donc c'est vraiment une coordination d'amont entre le cardiologue et l'urologue qui va permettre d'éviter ce risque.
Après, de façon plus proche, c'est bien sûr une coordination avec le médecin anesthésiste, et puis pour le relais pour les anticoagulants, et puis surtout, immédiatement avant l'intervention, c'est l'appel de la veille qui va permettre d'être sûr que la coordination prise pour les antithrombotiques sera bien suivie, et de façon à éviter le risque d'opérer quelqu'un qui n'aurait pas interrompu les antiagrégants ou qui n'aurait pas fait le relais avec les anticoagulants. Le deuxième risque est le risque infectieux, important en urologie et donc également en ambulatoire, et en particulier pour les patients qui ont des sondes vésicales. Donc pour les patients qui n'ont pas de sonde, il suffit d'avoir une analyse d'urine dans les 5 ou 10 jours qui précèdent l'intervention et de vérifier que les urines sont stériles. Et donc c'est l'appel de la veille qui vérifiera que le patient a bien fait l'analyse d'urine et que celle-ci est bonne. Si ce n'est pas le cas, il faut interrompre le chemin vers le bloc et décaler, annuler l'intervention chirurgicale. On ne peut pas opérer quelqu'un en urologie avec des urines infectées. Il y a un trop gros risque de bactériémie et de choc septique. Donc l'appel de la veille pour ça est fondamental pour vérifier que le CBU est stérile. Un point plus spécifique, c'est le patient sondé. Vous savez que chaque jour de sonde vésicale, c'est à peu près 10% de risque d'infection. Les germes se collent sur la sonde et puis remontent le long de la sonde. Et donc un patient qui est sondé depuis 10 jours est forcément infecté. Et donc quelle est la stratégie à avoir? Elle est bien définie, elle doit être connue de tous pour éviter les reports inappropriés de blocs opératoires. La stratégie qui est reconnue de tous, c'est dans le cas de colonisation sur sonde, c'est-à-dire en fait on fait l'analyse d'urine sur la sonde. Vous savez que pour faire l'analyse d'urine, il y a un petit opercule sur le côté de la sonde qui permet de prélever les urines, qu'il ne faut pas prélever dans le sac collecteur bien sûr, et donc c'est prélevé sur l'opercule de la sonde vésicale. Et en cas d'infection, il faut commencer à traiter 48 heures avant l'intervention prévue, seulement 48 heures, parce que sinon il va y avoir une sélection des germes résistants sur la sonde. Donc 48 heures avant, on débute le traitement, et 24 heures avant l'intervention, alors que le patient est sous antibiotiques, on va changer la sonde, parce que la colonisation sur sonde, par définition, c'est la sonde qui est affectée, c'est pas le malade. Et donc, quand on aura pu changer la sonde pour une sonde propre 24 heures avant l'intervention, il n'est pas nécessaire de revérifier l'analyse d'urine. Donc ça, c'est important pour l'appel de la veille en particulier. Il n'est pas nécessaire de vérifier que les urines sont stériles alors que le traitement antibiotique a été commencé 48 heures avant, s'il est adapté à l'antibiogramme de l'ECBU prélevé sur la sonde et si la sonde a été changée 24 heures après le début des antibiotiques. Ce traitement antibiotique va couvrir la période périopératoire, bien évidemment. Et on insiste sur le fait qu'en cas de colonisation urinaire non traitée, on annule le bloc. Il n'est pas question de traiter un patient dont les urines sont infectées. Le risque de sepsis majeur est beaucoup trop important. Le risque rétentionnel est également une spécificité de la chirurgie urologique. Ça s'applique essentiellement chez les hommes. Et donc le principe général, c'est si le patient était sous alpha-bloquant avant, les alpha-bloquants c'est un médicament qui relâche, une famille de médicaments qui relâche les muscles prostatiques et donc qui favorise la vidange vésicale, donc l'ouverture de la prostate lors de la miction. Donc si le patient avait déjà des alpha-bloquants avant l'intervention, il faut le poursuivre. Une note particulière, c'est la contre-indication des alpha-bloquants en cas de chirurgie de la cataracte, parce que ces molécules fragilisent la pupille et donc peuvent entraîner des complications de cette chirurgie. Donc en dehors de ça, si le patient avait des alpha-bloquants avant l'intervention, il faudra les poursuivre dans la période périopératoire. Ça réduit le risque de rétention. Il est recommandé, pour éviter la rétention, de ne pas limiter les apports hydriques. On revient sur les 2 heures nécessaires sans liquide clair avant l'intervention. Il est fondamental que le malade soit bien hydraté avant et juste pendant et après l'intervention, éventuellement par des perfusions et éventuellement par un peu de Lasix pour augmenter la diurèse, de façon à ce que s'il y a un risque de saignement, il n'y ait pas de caillotage, et de façon à ce qu'il n'y ait pas de déshydratation et qu'on puisse bien surveiller la reprise des mictions, puisque pour uriner, il faut avoir des urines à émettre, donc il faut bien hydrater les malades. C'est sans doute le leitmotiv que l'on voit tout au long de la chirurgie urologique, une chirurgie de liquide, il faut avoir beaucoup d'urine pour que les suites soient plus simples. Donc bien hydrater les malades,
dans la période périopératoire et post-opératoire immédiate. Et l'on peut, pour éviter la rétention, évidemment, laisser la sonde vésicale. Mais cette sonde vésicale, je vous l'avais dit, expose à un risque d'infection, puisque c'est 10% par jour de sonde. Donc on pourra faire sortir le malade avec une sonde vésicale. Bien sûr, il faudra prévenir le patient avant. Et puis avoir tout un circuit pour l'ablation de la sonde après. Et donc ça lui permet au patient de passer une nuit chez lui sans risque de blocage, parce qu'après la chirurgie du bas appareil urinaire, on peut avoir un petit saignement, un caillot peut bloquer. Donc là, avec la sonde vésicale et une bonne hydratation, il n'y aura pas ce risque immédiat. Et donc, une fois la nuit passée, le lendemain, le patient se fait enlever la sonde. Alors, il y a plusieurs façons de gérer le parcours du patient. Soit une infirmière à domicile va venir enlever la sonde du patient, c'est prévu d'avance. Soit le patient revient dans l'équipe avec une consultation d'infirmière sans rendez-vous qui permet d'enlever la sonde et de surveiller la reprise d'émission. Les deux sont possibles en fonction de l'éloignement du patient. On a donc, nous, les deux stratégies dans le service d'urologie, soit l'ablation à domicile de la sonde, soit le retour pour des soins infirmiers en consultation externe. Il y a quelques façons en dehors de la sonde pour réduire le risque de rétention et donc de favoriser, même si ça paraît peut-être un peu paradoxal, de favoriser l'anesthésie générale qui véhicule moins de risques de rétention que l'anesthésie rachidienne. Alors il y a des progrès du côté anesthésique avec des réductions de doses en anesthésie rachidienne ou des modifications de molécules pour réduire le risque de rétention, mais de façon générale, il vaut mieux prioriser, en tout cas favoriser l'anesthésie générale courte qu'une rachianesthésie pour diminuer le risque de rétention post-opératoire. Il faut également faire attention à quelques iatrogénies. Les morphiniques peuvent augmenter le risque de rétention post-opératoire et surtout les anticholinergiques qui sont des décontractants vésicaux. Et donc ces médicaments doivent être, autant que faire se peut, évités en période post-opératoire pour diminuer le risque de rétention. La douleur n'est pas spécifique de l'urologie, mais elle est quand même bien sûr prise en considération par la recommandation, avec là encore la balance du bénéfice-risque avec le drainage. On l'a vu, le bénéfice-risque avec le risque de rétention, est-ce qu'on met une sonde vésicale ou pas. Là, il y a également une balance bénéfice-risque entre douleur et drainage, parce que le drainage peut entraîner quelques douleurs. Les endoprothèses urétérales, les sondes double J, peuvent donner des douleurs vésicale, et la sonde vésicale peut entraîner des contractions sur sonde et des douleurs vésicales également. Et donc il faut savoir faire la part des choses, et si l'intervention se passe de façon très simple pour le haut appareil, par exemple on enlève un calcul sur un uretère préparé, il n'est pas forcément indispensable de mettre une sonde urétérale en fin d'intervention. De même pour la sonde vésicale, on peut, s'il n'y a pas de risque hémorragique important, ni de risque de rétention important, essayer de surseoir à la sonde vésicale pour réduire le risque de douleur post-opératoire. Et donc en synthèse pratique de ces recommandations, pour l'urologie, où la spécificité c'est donc les patients plus âgés, et la balance bénéfice-risque du drainage, bénéfice pour les risques d'hémorragie, le risque d'infection, le risque de rétention, on peut retenir les grandes pistes suivantes. Pour l'infection, faire très attention à l'appel de la veille. Le CBU doit être stérile sur l'appel de la veille si le patient n'avait pas de sonde vésicale. Un ECBU de 5 à 10 jours avant l'intervention, le CBU doit être stérile. Si le patient a une sonde vésicale, il faut que l'infirmière vérifie que la sonde vésicale a été changée 24 heures avant l'intervention, après au moins 48 heures d'antibiothérapie adaptée. Et dans ces cas-là, il ne sera pas nécessaire de vérifier la stérilité une nouvelle fois des urines. Pour le risque hémorragique, limiter au maximum les gestes sous antithrombotiques, voire en amont si on peut interrompre. Et si l'on doit réaliser le geste sous antithrombotique, c'est possible dans certaines circonstances. On pense notamment à la chirurgie de la prostate en utilisant des techniques qui ont un risque hémorragique moindre, comme par exemple le laser de vaporisation. Pour la rétention, il faut mieux privilégier l'anesthésie générale. Il faut maintenir les alpha-bloquants si le patient en prenait auparavant et il ne faut pas hésiter à laisser sortir le patient avec une sonde vésicale qui sera enlevée secondairement le lendemain, soit à domicile, soit lors d'une consultation infirmière dans le centre. L'hydratation est un leitmotiv permanent pour la chirurgie urologique en ambulatoire. Laisser les malades à jeun liquide clair le moins longtemps possible, c'est-à-dire en fait 2 heures avant l'intervention. Il faut bien hydrater les patients, d'autant plus qu'ils sont âgés.
bien les hydrater dans la période péri- et post-opératoire de façon à limiter le risque de caillotage dû à l'hémorragie et à bien s'assurer du retour d'émictions spontanées. Et enfin, pour les douleurs, éviter si possible les drainages quand les interventions sont déroulées de façon simple. La sonde double J peut entraîner des douleurs, la sonde vésicale également, et donc si on peut les éviter, c'est plutôt une meilleure stratégie. Voilà, j'espère avoir été clair. Vous pouvez retrouver toutes ces recommandations sur le site de l'Association française d'urologie, à la rubrique publications, et c'est donc dans Progrès en urologie en 2013. Merci.